Donc bonjour, bienvenue, je suis ravi de venir passer ce moment avec vous sur ce sujet vital, passionnant de consultant. Comment réussir à vendre ses services? Tiens, juste pour démarrer, qui parmi vous est déjà consultant indépendant à son compte? Waouh, ok. Et qui c'est qui projette, qui a décidé de devenir consultant indépendant dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois? Ok, donc a priori, ceux qui n'avaient pas levé la main précédemment, donc c'est top, vous êtes dans la bonne salle. J'aimerais que vous imaginiez tout de suite une scène. Imaginez, vous participez à un événement, vous êtes à un cocktail, et puis une personne relativement maladroite s'approche de vous et vous renverse un jus de tomate dessus. Vous êtes assez contrarié, vous êtes même triste parce que le vêtement qui est taché est un vêtement auquel vous tenez particulièrement. Vous n'avez pas le temps de vous laisser aller à la mélancolie ou à la tristesse ou à la colère que vous êtes approché par un personnage qui a l'air assez sympathique. Et l'écran s'est éteint, c'est normal. Merci beaucoup. Vous êtes approché par un personnage assez sympathique, assez bienveillant. Et il vous dit, chère madame, cher monsieur, j'ai vu ce qui vous était arrivé. Et j'ai une solution pour vous. C'est une solution assez innovante, personne ne connaît ça, ça s'appelle la lessive. Vous allez pouvoir en mettre sur votre vêtement et la tache va disparaître. Vous êtes fou, folle de joie. Quelqu'un a trouvé une solution à votre problème. Vous vous apprêtez à acheter cette lessive dont vous n'aviez jamais entendu parler. Et puis vient d'un coup un moment de doute. Finalement, est-ce que ce type-là ne serait pas un embobineur ? Il me vendrait quelque chose qui ne sert à rien. Cette fameuse lessive dont je n'avais jamais entendu parler, peut-être qu'elle est totalement inutile. Pire encore, peut-être que cette lessive dont il me parle va même pas nettoyer la tâche. Pire encore, elle va faire un trou à la place. Vous me voyez venir ? Cette métaphore de la lessive résume à la fois combien il est facile, simple de vendre du conseil quand on est consultant indépendant. Il suffit de rencontrer des gens qui ont des tâches, qui ont des problèmes, et de leur proposer une lessive, c'est-à-dire un ensemble de compétences, un ensemble de savoir-faire qui va résoudre leurs problèmes, qui va résoudre leurs tâches. Donc c'est très facile, très simple à vendre. Et en même temps, cela peut se révéler très anxiogène à acheter. Parce que le conseil, c'est comme la lessive. Il faut d'abord payer, ensuite utiliser. Et ce n'est qu'après que l'on saura que c'est efficace. Et avant, on peut avoir légitimement le doute de l'efficacité, ou pire encore, que l'intervention se révélerait contre-productive. L'entreprise serait pire avant que le consultant soit passé. C'est pour résoudre cette difficulté que l'on va passer donc 45 minutes ensemble. Donc, je m'appelle Arnaud Ciel. Il y a 21 ans, j'ai créé mon entreprise. Mon entreprise, elle s'appelle CA+. Et comme son nom l'indique, ma promesse, c'est d'aider mes clients à développer encore plus vite leur chiffre d'affaires. Je fais du conseil en marketing et en développement commercial pour une clientèle d'entrepreneurs. Et d'ailleurs, 20% de mes clients sont des entrepreneurs du conseil. Alors, dans le détail, comment réussir à vendre ses services quand on est consultant indépendant ? Ce midi, je vais vous proposer 4 clés, 4 axes de travail, 4 comportements. Le premier, nous verrons investir. Et nous verrons dans quoi et comment il faut investir pour vendre ses services quand on est consultant indépendant. Deuxième clé, très importante, oser. Oui, nous allons le voir, il doit rester une place ou deux là, devant, au milieu. Oser. On va voir, oui, que faire preuve d'audace, c'est un très mauvais endroit ici, faire preuve d'audace est nécessaire et même indispensable quand on est consultant indépendant et que l'on a à vendre ses services. Ensuite, nous verrons qu'il est important de structurer sa démarche commerciale. Et enfin, nous verrons qu'il est également important et clé même de rassurer. Vous remarquez que je maîtrise très mal cette télécommande et j'espère qu'il nous restera un petit peu de temps à 13h, un peu avant 13h45 pour échanger, pour répondre à j'essaierai de répondre à vos questions. Et si on n'a pas le temps, on pourra se retrouver sur le stand d'Uno qui se trouve juste à côté,
où j'aurai le plaisir de continuer l'échange avec vous, et si vous le souhaitez, même de vous dédicacer la dernière édition de mon livre qui s'appelle « Consultant, se lancer, réussir et durer », dont c'est, oui, la 4e édition qui sort aujourd'hui. On est parti. Investir. Dans quoi faut-il investir quand on est consultant et que l'on veut réussir à vendre ses services? Alors, le premier investissement ne va pas nous coûter très cher. Du temps. Il y a tout de suite un mythe, je suis désolé, j'ai peut-être cassé l'ambiance, un mythe auquel il faut que nous tordions le cou. C'est le mythe de la star du consulting. Vous savez, cet expert, cette experte tellement reconnue que les clients affluent. Il est même obligé de sélectionner les clients. Alors, il le fait toujours avec délicatesse, mais nul besoin de prospecter pour cet expert, cette star internationale. Oui, ça c'est peut-être le cas de 1% des consultants indépendants. Les 99 autres pourcents dont je fais partie, nous devons aller chercher nos clients. Et pour cela, il faut consacrer du temps. Alors combien de temps? Au début, c'est simple, tout le temps. Parce que quand on démarre, alors souvent d'ailleurs, c'est peut-être votre cas, tiens, souvent quand on démarre dans un métier de consultant, qu'on a créé sa petite SARL ou sa SAS, ou enfin peu importe le statut, on a pris pour siège social, le siège social le moins cher du monde, la salle à manger. Donc on est là installé dans notre bureau, en plus on voit le linge étendu, ça tue. Le linge étendu dans la salle à manger, quand on travaille, ça tue. Et on est là tout seul, et on tourne en rond. On se dit, est-ce que j'ai bien fait? Avant, j'avais un beau bureau avec 3 fenêtres. Là, maintenant, je suis tout seul. Dans ma salle à manger, on peut commencer à douter. Donc, il y a une urgence à trouver très vite son premier client. Et pour répondre à cet objectif vital, de trouver très vite son premier client, on n'a rien d'autre à faire quand on démarre que du commercial. Pour avoir accompagné, donc, comme je l'évoquais, plus de 20% de mes clients qui sont des entrepreneurs du conseil, j'étais toujours surpris avec certains ou certaines. Ils me disaient « Ah, tu vas pas être content, j'ai pas eu le temps de faire de commercial cette semaine. » « Ah bon? T'as fait quoi? » « J'ai préparé mes outils. » « Ah bon? Mais pourquoi faire? Tu n'as pas de clients. » Ça ne sert à rien de bosser sur ces outils. Oui, alors certes, on se rassure, on est dans sa zone de confort, mais ça ne sert absolument à rien. L'urgence vitale, c'est de trouver ses premiers clients. Donc, combien de temps consacrer au commercial quand on démarre? Tout le temps. H24. Enfin, si vous voulez un peu dormir, dormez, mais pas beaucoup. Le reste du temps, passez-le à aller chercher votre premier client. Tout le temps. Deuxième écueil. Vous avez, ça y est, gagné pas 1, pas 2, 3 clients. Formidable. Et là, quel est le deuxième piège? Vous le voyez venir? C'est de remplir son agenda avec ce qu'on appelle la production. C'est-à-dire qu'on ne fait que s'occuper de ses clients. Qu'est-ce qui se passe si on ne fait pas de commercial pendant 3 ou 4 mois? À la fin des 3 ou des 4 mois, on ressort et on n'a plus rien. Donc, combien de temps consacrer au commercial? Toujours du temps, tout le temps. Pour vous donner un indicateur, ce que j'ai pu constater auprès de bon nombre d'entrepreneurs du conseil, c'est qu'il y a une part incompressible qui tourne autour de 25% du temps. C'est que pendant 25% de votre temps, vous avez intérêt plutôt à le consacrer à votre développement commercial. Ce qui veut dire que, par exemple, vous êtes sur une semaine très chargée, mais de manière très soigneuse et très avisée, vous avez, par exemple, bloqué jeudi matin, toute la matinée, pour faire du commercial. Bravo. Et sur ces entrefaites, votre client préféré, adoré, que vous aimez tant, vous appelle et vous dit « Est-ce que tu peux venir jeudi matin ?» Qu'est-ce qu'il faut lui répondre? Comment? Oui, je suis désolé, je ne suis pas disponible jeudi matin. Alors, oubliez ce conseil si évidemment vous êtes cardiologue et que votre...
Mais a priori, on n'a pas de cardiologue dans la salle. Donc, si vous êtes consultant, il n'y a aucune urgence à jeudi matin. Je suis désolé, jeudi matin, je ne suis pas dispo. En revanche, si tu veux, on peut se voir le mardi suivant. Préservez tout le temps du temps pour votre développement commercial. Toujours dans ce que vous devez investir. Investissez dans votre savoir-faire commercial. Il se peut que, par votre parcours, par votre expérience, le commercial ne soit pas votre compétence. C'est possible. Vous êtes un expert, une experte du lean management, et ma foi, le commercial, ça ne vous parle pas beaucoup. C'est pas grave. Ça s'apprend. Mais investissez. Cassez votre PEL et offrez-vous une bonne formation, un bon accompagnement commercial pour acquérir le savoir-faire. Moi, je me souviens un jour d'avoir fait une balade en bateau avec un copain. À un moment, il me dit très vite, « Ah, fais vite un nœud de chaise. » J'ai cherché une chaise sur le bateau, je n'en ai pas trouvé. Je n'ai aucune idée de ce que c'est qu'un nœud de chaise, j'en ai jamais fait de ma vie. Pourquoi je vous prends cet exemple? Parce que c'est comme tout. Si vous n'avez jamais fait de commercial de votre vie, c'est logique que vous ne sachiez pas comment vendre vos services. Là, le meilleur investissement que vous avez à faire, c'est de vous acheter une bonne formation ou un bon accompagnement pour très vite acquérir les clés qui vont vous rendre libre, maître de votre destin. Et enfin, dernier investissement à prévoir, de l'énergie positive. C'est normal, une nouvelle fois, il faut le démythifier, la star internationale qui n'a pas besoin de faire de commercial. J'en ai jamais rencontré, moi. La plupart d'entre nous, c'est normal qu'on ait à aller chercher nos clients. C'est inhérent au fait même d'être indépendant, d'être à son compte. Et le fait d'aller chercher ses clients, c'est génial. Une anecdote d'ailleurs très personnelle, basée sur ces 21 ans d'expérience. Personnellement, j'adore prospecter. Vous savez pourquoi? Parce que ça me permet de voir le fond de l'âme de mes clients potentiels. Prospecter quelqu'un, c'est voir vraiment sa personnalité. Et ainsi, ça me permet finalement de recruter mes clients. Parce que la manière dont quelqu'un réagit à une démarche de prospection. Parce que finalement, qu'est-ce que c'est une démarche de prospection? C'est un message de l'extérieur auquel la personne ne s'attendait pas. Et finalement, voir son ouverture à la prospection, ça permet de présager de son ouverture au conseil. C'est très très intéressant pour recruter ses clients que de les prospecter. Vous voyez ainsi leur ouverture à quelque chose qui n'était pas prévu, et c'est très intéressant. Donc voilà le premier axe sur lequel investir. Du temps, du savoir-faire et de l'énergie. Et tout ça, progressivement, cette part-là va passer de 100% au démarrage à 25%. Bon. Deuxième axe dans lequel investir, oser. De l'audace. Là encore, tiens, une anecdote personnelle. Il y a 21 ans, quand j'ai démarré dans ce métier, je me suis renseigné sur le marché du consulting, comment ça marchait, etc. Et je me souviens de quelqu'un qui m'a dit « Ah, tu te lances dans le conseil, c'est un marché informel, c'est un marché caché, m'avait-il dit, qui se développe via des réseaux informels. » Ah bon? Mais comment je fais pour prospecter alors? Mais imbécile, je viens de te dire que le marché était caché et qui se développait via des réseaux informels. Nul ne sait où il est. J'étais assez décontenancé. Parce qu'effectivement, il y a cette idée reçue, souvent propagée par des gens qui n'ont jamais rien vendu à personne d'ailleurs, qu'il serait impossible de vendre du consulting. Selon moi, c'est une idée reçue, totalement erronée. Il est tout à fait possible, et c'est heureux, de prospecter, d'aller voir des entreprises ou des organisations et de leur proposer nos services de consultants. Heureusement. Il faut simplement, oui, faire preuve d'un tout petit peu d'audace, sortir de sa zone de confort et oser, par exemple, décrocher son téléphone
et aller voir, par exemple, des chefs d'entreprise. Alors, maintenant, peut-être qu'il faut un peu cadrer cette audace. Quelques recommandations. Des moyens de Sioux. Oui, les Sioux étaient connus pour être malins. Première malice que je vous suggère, peut-être une évidence, les recommandations. On l'a vu, acheter du conseil peut être anxiogène, c'est comme acheter de la lessive. C'est plus facile quand on a une recommandation, c'est-à-dire quand on peut, par exemple, appeler un prospect de la part d'eux. Alors vous allez me dire, ouais, mais nous on démarre, comment on fait pour avoir des recos? Alors si vous démarrez, ce que vous pouvez dresser, c'est une liste qui a beaucoup de valeur. Moi j'appelle ça la liste des liens forts. C'est une liste qui va contenir entre 2 et, selon votre vie, votre parcours, moi je dirais entre 2 et 5 personnes. Ce que j'appelle des liens forts, ce sont des gens qui ont travaillé avec nous, on a travaillé avec eux, et ils nous ont vus à l'épreuve. C'est ceux qui ont travaillé, je ne sais pas si on peut dire travailler, mais ceux qui ont été par exemple dans l'armée, emploient cette expression de frère d'armes. Elle est très forte, parce que ça veut dire qu'on est allé au combat ensemble. Alors nous, on a généralement mené une vie plus calme, néanmoins on a été au combat, on a par exemple porté des projets très lourds, et on a eu des collègues, des collaborateurs, des managers qui nous ont vus à l'œuvre. Et parmi tous ces gens-là, je suis sûr que dans nos parcours, on a, oui, en moyenne, entre 2 et 5 personnes qui vraiment répondent de nous. Ce que j'appelle répondre de nous, c'est que si on les appelle, ils vont dire oui. Nathalie est formidable, tu peux bosser avec elle. Moi, je vous encourage à faire cette liste, notamment si vous démarrez, et à vous appuyer sur cette liste pour mener vos premières actions commerciales. Et d'une manière plus large, pour mener les toutes premières actions commerciales, vous avez intérêt à aller vers des personnes que vous connaissez déjà. Comme ça vous met en confiance. Ça vous permet de vous roder, ça vous permet de vous entraîner à dérouler votre pitch. Vous savez, un peu comme quand on apprend à faire du ski, on fait du ski sur des pistes vertes. C'est facile. Comme ça, on prend confiance. Et ensuite, pour celles et ceux qui ont levé la main, qui étaient déjà installés, ben là, c'est génial. Ça veut dire que vous avez déjà des clients. Et là, je vous encourage, au terme de chaque mission, à mener des entretiens de bilan avec vos clients. Qu'avez-vous pensé de ce que j'ai fait pour vous? Qu'est-ce que vous avez retiré de mon intervention? Qu'est-ce qu'elle vous a apporté? Quels sont les bénéfices de mon passage? Et plus largement, et plus égocentriquement d'ailleurs, qu'est-ce que vous avez apprécié dans ma façon de faire? Quels sont selon vous mes points forts? Et vous remarquez que je pose que des questions positives aux clients. Et ensuite, évidemment, qu'est-ce qu'on pourrait faire dans le futur? De quoi est-ce que vous auriez besoin? Qu'est-ce que je pourrais faire pour m'améliorer? Et dès lors que le feedback de ce client est positif, ben vous pouvez ensuite directement l'interroger sur le fait, ben écoute, c'est super, Maurice, je suis content que tu sois content de ce que j'ai fait pour toi. Quels sont les 3 chefs d'entreprise que je peux appeler de ta part? Moi, je suis fasciné de voir que dans le monde de l'assurance, je ne sais pas si vous avez déjà rencontré un agent d'assurance ou un courtier d'assurance, il va vous dire, moi, je travaille que par la reco. Vous avez remarqué? Et tous les autres secteurs, les commerciaux et les entrepreneurs d'une façon plus large disent « Ah, non, mais ça me gêne de demander des recos. » Les assureurs, ça ne leur pose aucun souci. Tous les autres secteurs, ça leur pose un problème. C'est fascinant. Des recos, vous les obtiendrez si vous les demandez. Donc, dès lors que vous avez des clients, donnez-vous pour objectif que chaque client vous génère au moins 3 recommandations. Vous imaginez la courbe de progression de votre chiffre d'affaires avec ça? Et c'est tout à fait possible. Si vous les méritez, évidemment. C'est que si la presta a été fantastique, que le client est content, il sera naturellement ravi de vous recommander auprès de 3 personnes. On peut même préparer ses courses. C'est-à-dire qu'on peut être allé, et on va en reparler d'ailleurs sur LinkedIn, avoir vu les contacts de notre client
Et quand on va lui poser la question au fait quels sont les 3 chefs d'entreprise que je pourrais appeler de ta part, si jamais il nous dit écoute, spontanément, je ne vois pas, on peut dire écoute, moi je vois. J'ai préparé et j'aimerais bien. Vous savez, comme quand on joue aux 7 familles, alors dans la famille du boulanger, je voudrais la mère, on peut demander directement parce qu'on a préparé. D'une manière plus générale, LinkedIn est un outil fabuleux pour le consultant qui veut se développer. Parce que ça vous permet, une fois que vous avez identifié un prospect qui vous intéresse, de voir, notamment s'il est en niveau 2 par rapport à vous, quelles sont toutes les personnes qui existent entre lui et vous. Et dans ce cas-là, ce que je vous recommande, c'est d'utiliser votre téléphone. Vous avez identifié qu'entre vous et ce prospect, il y avait 3 personnes. Appelez-les directement, les 3. Ne vous contentez pas d'une demande de mise en contact écrite. Le fait d'appeler va vous permettre de récolter beaucoup plus d'informations, parce que dans l'oralité, l'autre peut vous donner beaucoup plus d'informations, et notamment de l'information off qu'il n'aurait pas écrite. Dernière suggestion pour prospecter, la veille. Sur toutes les régions que vous représentez ici dans cette salle, je suis sûr que sur chaque ville, il y a au moins 1, 2, 3, 4 supports d'information économique locale. Par exemple, dans toutes les régions de France, il y a un journal qui s'appelle le Journal des entreprises. Il existe en édition régionale sur toute la France. Le Journal des entreprises, c'est fabuleux. Ça n'est que rempli d'articles qui parlent de PME. Et lire un article sur une PME vous donne ce que j'appelle, moi, des angles d'attaque. Parce qu'on vous raconte l'histoire d'une entreprise, par exemple, qui vient d'en racheter une autre. Et ce chef d'entreprise explique oui, que c'est un rachat très important pour lui et que son principal défi va être de faire en sorte que les 2 équipes fusionnent dans une seule et même culture, qu'elles adoptent les mêmes méthodes. Et vous, ça tombe bien. Votre spécialité, c'est la cohésion d'équipe. Et vous êtes très très bon justement dans les cas de rachat. Donc ça va vous permettre d'identifier un angle unique. Et ça va vous permettre en fait de mettre en œuvre le principe du bon prospect. Parce que selon moi, le bon prospect, il s'appelle PAF. Vous connaissiez peut-être PAF le chien. En fait, il y a PAF le bon prospect parce que quand on est consultant et que l'on doit vendre ses services, selon moi, un bon prospect a 3 qualités. La première, la plus importante, c'est la pertinence. A priori, ce prospect a besoin de nous. C'est-à-dire que les informations que vous avez collectées de l'extérieur sur lui vous permettent de penser qu'il a besoin de vos conseils. C'est-à-dire que si on revient sur notre métaphore de la tache, vous avez vu que sur sa belle chemise blanche, il y a une grosse tache de jus de tomate. Et ça tombe bien, vous vendez de la lessive. Donc il faut identifier des prospects qui ont des taches sur eux. Il faut identifier donc des prospects qui ont a priori besoin de nous, et ça, on va le collecter en allant chercher de l'information, des indices. Et une des bonnes sources pour identifier des indices, c'est la presse économique locale, ou nationale, si vos cibles sont nationales, évidemment. Par exemple, je ne sais pas, vous faites du conseil en prise de parole en public, comment convaincre une assemblée. Vous dites, tiens, je vais prospecter Michel Barnier parce qu'il aura du taf dans les prochaines semaines. Donc vous avez des informations, des indices qui vous permettent de penser que ce prospect a besoin de vous. La pertinence. Deuxième critère, l'affinité. L'affinité, c'est quoi? C'est que vous ressentez de l'attirance, de l'inclination, de la sympathie pour votre prospect. C'est-à-dire que si on reprend l'exemple de ce Premier ministre récemment nommé, vous aimez bien Michel Barnier. Vous le trouvez sympatoche, vous avez envie de l'aider, et vous dites, ça me ferait plaisir de bosser avec ce type, enfin avec ce monsieur. À l'inverse, si vous ne l'aimez pas, n'y allez pas, parce que vous ne serez pas bon. Vous ne serez pas sincère dans votre démarche vers lui. Pour prendre un exemple tout à fait moins farfelu, si vous ne ressentez pas de la sympathie, de l'inclination pour le secteur d'activité, par exemple, de votre prospect,
n'y allez pas. L'inverse est très vrai. Donc l'affinité, c'est que vous ressentez, oui, de l'attirance, de l'affinité pour le secteur d'activité, pour le produit ou pour la personne que vous envisagez d'aider. Ça va vous rajouter de l'enthousiasme dans votre démarche de prospection. Et enfin, comme nous l'évoquions, la facilité. Alors la facilité ultime, c'est d'appeler des gens qu'on connaît. Ça, c'est l'idéal. Ça, c'est le top. Juste en dessous, il y a « Je vous appelle de la part d'eux ». Et là, si notre recommandeur a bien fait le travail, on va même entendre « Ah oui, Gabriel m'a dit que vous alliez m'appeler ». Juste en dessous, vous pouvez avoir un point commun de type vous êtes ancien de la même école ou de la même grande entreprise, ou vous avez un point commun avec votre prospect. Je suis comme vous, ci ou ça. Et c'est vrai que ça va, comme son nom l'indique, oui, faciliter l'entrée en matière. Tout cela assemblé va permettre de donner un côté unique à notre démarche commerciale et extrêmement préparée. D'une manière générale, je pense qu'en 2024, toute démarche de prospection, c'est vrai qu'il fait très chaud, d'une manière générale, en 2024, toute démarche de prospection commerciale a intérêt à être très préparée. Pour un consultant ou pour une consultante, c'est encore plus vrai. Si vous faites le bon investissement d'acheter mon livre, vous verrez dans celui-ci une citation de Coluche qui m'a beaucoup fait rire, qui dit « C'est l'histoire d'un mec qui voulait nous vendre de l'intelligence, mais il n'avait pas un seul échantillon sur lui. » C'est très vrai pour le métier de consultant. Finalement, on est censé vendre de l'intelligence, en l'occurrence la nôtre. Donc on est obligé d'avoir une démarche commerciale intelligente. On est obligé d'avoir une démarche commerciale très préparée, de façon à pouvoir avoir une déclaration unique et pertinente. L'assemblage de tout ça, ça donnerait quoi? Ça donnerait quelque chose comme par exemple « Bonjour Monsieur Durand, je suis Arnaud Ciel, je suis le gérant associé de CA+, je vous appelle de la part de Gabriel Durand. » Ah oui, Gabriel m'a prévenu de votre démarche. Ah, génial. Et déjà, je tiens à vous dire que j'adore, par exemple, vos produits, que je suis fan de votre entreprise, que je suis admiratif de votre parcours. Enfin, toute déclaration d'affinité fonctionnera si elle est sincère. Et ensuite, on va enchaîner avec la raison unique et pertinente. J'ai vu dans cette interview que vous avez accordée au Journal des entreprises que vous aviez pour objectif de vous implanter sur le marché nord-américain. Et j'ai émis l'hypothèse que je pouvais vous être utile, parce que c'est un marché que je connais très bien, puisque j'ai déjà accompagné X et Y sur ce marché-là. En effet, moi, mon métier, c'est de faire du conseil en développement international, et tout particulièrement sur le marché nord-américain, et d'aider des PME comme la vôtre à s'implanter sur ce marché. Et je serais ravi de vous aider à booster vos ventes aux États-Unis. Qu'en pensez-vous? Voilà typiquement une structure de pitch qui va être le résultat de ce travail de préparation. Et avec ce travail de préparation, on déjoue le triste conseil erroné qui disait « ce n'est pas possible de prospecter pour vendre du conseil ». Si, dès lors qu'on est très préparé. Est-ce qu'on est bien dans le timing? Oui, parfait. Il nous reste un petit quart d'heure pour voir l'importance de structurer et de rassurer. Alors, structurer, qu'est-ce que ça veut dire? Alors tiens, on va se livrer un sondage. Selon vous, pour vendre du conseil à, par exemple, un patron de PME, combien de rendez-vous sont nécessaires? 2, 4, 5, 5, 3, 1. Ça dépend. Alors, le brief, c'est donc pour vendre du conseil à un patron de PME, et on va dire, pour être plus précis, un dirigeant même propriétaire. Tiens, vous faites petite astuce. Je trouve que c'est la cible la plus facile à prospecter, c'est le dirigeant ou la dirigeante qui est propriétaire de son entreprise.
c'est une personne qui a un cycle de décision assez court. Donc c'est assez intéressant à prospecter. Alors, combien de rendez-vous faut-il pour vendre du conseil à un patron ou une patronne de PME? Selon moi, il en faut 2. Comme je suis très créatif, j'ai appelé ça le R1 et le R2. Dans le R1, et on va revoir dans le détail, il y a 2 enjeux. Le premier, c'est de séduire, d'expliquer à quoi notre lessive sert et pourquoi elle est fiable. Et un deuxième enjeu très important, c'est de comprendre le besoin, le problème, les attentes de notre interlocuteur. Le R2, les 2 enjeux sont simples, convaincre que notre proposition est la bonne et qu'il a intérêt à travailler avec nous, et conclure, c'est-à-dire remporter la vente. Selon moi, voilà les 2 rendez-vous qui sont nécessaires pour vendre du conseil. Et c'est ce que je constate sur les dizaines et les dizaines de clients que j'ai accompagnés. La plupart du temps, ce cycle-là s'adapte. Il se peut, si vous vendez des missions plus complexes, plus élaborées, plus lourdes, que vous ayez besoin éventuellement d'un R1 prime pour finir de comprendre le besoin. Et dans tous les cas, ce que je vous recommande, c'est de définir votre tactique commerciale. Décidez à l'avance de combien de rendez-vous vous sont nécessaires pour arriver jusqu'à la signature. Pourquoi c'est important de le décider? Parce que si vous ne prenez pas cette décision, vous allez être ballotté comme un bouchon dans une rivière. Et vous n'allez pas être en maîtrise. C'est important que vous décidiez à l'avance de votre tactique commerciale pour être toujours en maîtrise et pour que vous adaptiez vos outils. Si maintenant on rentre dans le détail du R1, il y a 2 clés de réussite. La première, oui, méfie-toi du côté obscur de PowerPoint. Nous sommes très nombreux, et je serais gonflé de le critiquer parce que je m'en sers aussi, nous sommes très nombreux dans le monde du conseil à utiliser PowerPoint pour présenter notre offre de service. C'est bien, c'est pratique. Oui, bien sûr qu'il faut s'en servir, mais on va le revoir avec quelques petits points d'attention. Deuxième point d'attention, maîtrisons bien l'art du questionnement dans le premier rendez-vous. Et d'ailleurs, tiens, un premier rendez-vous avec un prospect. Ça y est, vous avez décroché un R1 avec un patron ou une patronne de PME. Quelle est la clé de répartition entre le temps où vous parlez et le temps où vous écoutez? 25-75? Je suis d'accord avec vous, madame. Dans l'idéal, visez 10% de temps de parole et 90% de temps d'écoute. Évidemment non, ces 10% vont se situer au début, puisqu'on doit montrer patte blanche. On doit lui expliquer à quoi sert notre lessive et en quoi elle est crédible. Donc pour cela, c'est facile en fait. Imaginez, si vous deviez prospecter en Chine, quelle serait une bonne clé de réussite pour séduire vos clients chinois? Les chiffres, les images, plus basique que ça. Une bonne clé pour séduire des Chinois. Parler chinois, oui. Quelle est la bonne clé pour séduire des patrons de PME? Parler la langue des patrons de PME. Ça a l'air con, oui. Mais combien de PowerPoint et de pitch de consultants sont incompréhensibles pour des patrons de PME parce qu'ils sont bourrés de sigles, parce qu'ils sont bourrés d'anglicismes, parce qu'ils sont bourrés de jargon métier. Si vous voulez séduire, par exemple, la cible des patrons de PME, parlez la langue des patrons de PME. Si vous voulez séduire les DRH, parlez la langue des DRH de grands groupes, etc., etc. Vous pouvez l'appliquer à votre business. Parlez la langue de vos clients. Ne parlez pas votre jargon d'expert ou de technicien. Hop. Et comme j'étais inspiré, je vous ai retrouvé cette très belle citation de Nelson Mandela. Parce que oui, si vous parlez la langue de quelqu'un, vous ne touchez pas sa tête, mais vous touchez son cœur. Tiens, toujours pour réussir son PowerPoint. Dans ce carton, caché, se trouve un Sherpoons.
C'est un nouveau produit très innovant, le SharePoint. Si vous aviez à vendre le SharePoint, quelle est la clé pour donner envie d'acheter un SharePoint? Merci. À quoi ça sert? Quelle est l'utilité? Alors le SharePoint, c'est un mot que j'ai inventé. C'est normal que vous ne sachiez pas ce que c'est. Et j'ai vérifié dans Google, il n'y avait aucun résultat. J'ai juste un doute si ce n'est pas une insulte en turc, mais c'est tout. Donc, quand vous rencontrez le prospect, pour la première fois, il vous regarde comme un SharePoint. Il vous dit, mais qu'est-ce que c'est que cette personne? Et sa question clé, c'est à quoi peut-il ou peut-elle me servir? Donc la clé de présentation de votre PowerPoint, c'est de présenter votre utilité. Le prospect ne vous a pas reçu pour recevoir un cours magistral sur le lean management, par exemple. Il s'en fout. Il veut savoir à quoi vous pouvez lui servir et à quoi donc le lean management pourrait lui servir dans sa PME à lui. Donc la clé de votre PowerPoint, c'est à quoi je sers. Et par exemple, pour cela, ce qui est très pratique, c'est de présenter des mini-études de cas. De dire, vous voyez, par exemple, chez tel client, il avait tel souci, j'ai fait ça, et le résultat, ça a été ça. Ah, c'est à ça que vous servez? Ben oui. Et ce qui va vous permettre d'enchaîner avec la deuxième étape clé, celle qui va prendre 90% du temps du R1, c'est de questionner le client. Donc là, ce que le prospect attend de vous, c'est de la perspicacité, de la pertinence, de la bienveillance. Et ma question clé préférée, tiens, je la partage avec vous. Moi, quand j'ai fini mon diaporama, qui a duré 6-7 minutes, je termine, je dis voilà, j'ai terminé. Compte tenu de ce que je viens de vous présenter, quel est le sujet sur lequel je peux vous servir à quelque chose? Et volontairement, le il est écrit comme ça. Et je le prononce comme ça. Parce que ce que je veux, c'est the one and only. Je veux le sujet qui vous travaille le plus actuellement. Quel est le sujet sur lequel je peux vous servir à quelque chose? Et le reste de mon questionnement va être guidé par le fait de comprendre s'il existe donc, dans la tête de mon prospect, un écart entre un état actuel présent et un état futur désiré. Eh bien oui, aujourd'hui, sur le plan commercial, je fais comme ci, je fais comme ça, il y a ça qui marche, il y a ça qui ne marche pas. D'accord, d'accord. Et qu'est-ce que vous voudriez demain? Et ça peut me prendre 1h, 1h20. Parce qu'en tout, un R1, ça a pu durer 1h30. Et c'est pas grave qu'il dure 1h30, puisque le client parle du sujet le plus passionnant au monde. Lui. Donc il peut même rester plus longtemps. Rapidement, pour tenir le timing, comment réussir le R2? Vous savez, le deuxième rendez-vous. Parce qu'une fois qu'on a fini un R1, une fois qu'on a compris un besoin, une problématique d'un client, d'une part, généralement, on est très fatigué. Moi, je suis très fatigué. Et puis surtout, il va nous falloir du temps pour concevoir une proposition. Donc il est temps de conclure, de partir, et on fera le R2. Première clé pour réussir le R2, le tenir. Parce que là encore, il se peut que les prospects nous tendent des pièges. Ils nous disent « Mais vous embêtez pas, madame, votre proposition, vous me l'enverrez ». Qu'est-ce qu'on répond à ce prospect qui nous dit « Madame, vous embêtez pas, envoyez-moi votre proposition ». On lui répond quoi? Comment? Et on commence par lui répondre non. Hein, c'est le même que jeudi matin. On lui répond non. Non. Le sujet est trop important, 2 rendez-vous ne sont pas de trop. Parce que si le client, dès la fin d'un premier rendez-vous, ne veut plus vous revoir, à la limite, c'est un indicateur. Hein. Mais non, c'est important. Donc, une première clé de réussite, c'est de tenir le R2. Et ensuite, effectivement, de présenter notre proposition. Il y a une blague qui circule dans le monde du conseil qui n'est pas tout à fait fausse, qui est de dire que la propale, la proposition commerciale, c'est le seul écrit que le client lira de nous. Ensuite, les rapports, ça ne sert à rien. Je suis pas loin de penser qu'elle est vraie, cette blague. Parce que c'est le moment, rappelez-vous, très anxiogène pour le client. Il achète de la lessive. Donc, il faut être sûr que ça marche. Donc, dans la propale,
Ce qui peut vous aider comme axiome très simple, c'est que finalement, c'est le plan de travail. Elle décrit précisément ce que l'on va faire, quand, comment et pourquoi. Donc ça peut être très pratique comme axiome de l'avoir en tête. Et grosso modo, dans celle-ci, il y a 4 parties, selon moi. La première, c'est le contexte, c'est-à-dire ce qui justifie que l'on est en train de parler ensemble. Le contexte, ce n'est pas la restitution de l'activité du client. D'accord. C'est que si vous faites une propale à Michelin, ce n'est pas la peine d'écrire « le groupe Michelin fabrique des pneus ». Ils sont au courant. Non, ce qui est intéressant à écrire dans le contexte, c'est dans le cadre de l'évolution de la réglementation du pneumatique poids lourd, vous avez besoin de ci ou de ça. Ensuite, les enjeux, c'est-à-dire ce que l'on veut atteindre grâce à la collaboration. Ensuite, la proposition détaillée, c'est-à-dire l'explication de votre méthodo, le planning. Bon, et puis évidemment, le budget. Dernière recommandation sur ce sujet, investissez dans la forme. Autant une plaquette, ça ne sert absolument à rien quand on est consultant. Autant en revanche investir le budget que vous auriez mis dans la plaquette dans les conseils d'un bon designer qui va vous créer un modèle de proposition commerciale, ça vaut le coup. Pour que vos propales soient belles et séduisantes. Dernière partie pour tenir le timing, rassurer. Rassurer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, rappelez-vous, on vend une prestation immatérielle, hors de prix, dont le client ne saura que longtemps après l'avoir acheté que c'était une bonne chose. Donc il va être essentiel de faire attention à tous les points de détail ou tous les points de contact. Vous pouvez vous servir des 5 sens, le toucher, le goûter, le sentir, le voir et l'entendre. Chaque fois qu'un prospect est en contact avec vous, qu'est-ce qu'il peut toucher, goûter, sentir, voir et entendre? Prenons quelques exemples. Je vous remets ma carte de visite et mon adresse mail, c'est ça. Est-ce que c'est rassurant? Vous allez sur mon profil LinkedIn et c'est ma photo. Je viens vous voir avec ça. Non, je ne viens pas vous voir, on fait une visio. Ça vous fait marrer, hein? Il y a un paquet d'exemples réels qui ne sont pas loin de tout ça quand même. Passez au scanner tous vos points de détail et vérifiez est-ce qu'ils sont tous cohérents avec votre positionnement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément, c'est pas forcément que de l'ultra qualitatif. Pour prendre un exemple tout bête, le stylo et le bloc-notes. Si vous faites du conseil en fusion-acquisition et que vous vendez du conseil hors de prix, votre stylo, c'est simple, il doit porter un nom de montagne. Et le bloc, il doit être en cuir super épais. Si en revanche, vous faites du conseil en cost killing pour les PME, vous avez des stylos publicitaires que vous n'avez même pas payés. Et vous l'expliquez à vos clients. Vous prospectez la grande distribution, vous avez des stylos carrément aux couleurs du groupe. Vous avez un rendez-vous chez Auchan, allez-y avec un stylo Auchan. Soignez en fait chaque fois les points de détail. Est-ce qu'ils sont cohérents avec votre positionnement et la manière dont vous voulez être perçu? Nous arrivons à 44 et 40 secondes à la fin de cette conférence. Je pense qu'on doit avoir un petit peu de temps pour quelques questions-réponses. Si vous voulez qu'on continue ensuite, on va se retrouver sur le stand d'Uno qui est juste à côté à l'emplacement D01. Vous pourrez investir dans cet excellent ouvrage. Et si vous voulez rester en contact avec moi, parce que je vous manque déjà, vous avez les références de mon blog Patron Vendeur sur lequel vous retrouverez plein d'articles, notamment des articles sur le métier de conseil. Mais je cherche quelqu'un de l'organisation. Je ne sais pas si on a le temps encore pour quelques questions-réponses, si vous en avez tout de suite, si vous souhaitez qu'on prenne encore quelques minutes. Ou sinon, on se retrouve chez Duno, comme vous voulez. Eh bien, avec plaisir, madame. Allez-y, je vous en prie. Oui, ils sont au milieu.
Bonjour à tous. Alors, c'est pas vraiment une question, mais c'est plutôt, un conseil aussi peut-être Oui. une question, vous me direz. Moi, quand effectivement je construis ma proposition avec un client, je la construis avec lui. Ah. Donc, je le fais en entretien. Voilà. Donc, et je trouve que c'est une manière justement de capter le client plus facilement, parce qu'il y a une co-construction à partir de ses propres besoins. Qu'en pensez-vous ? J'adore cette méthode. Elle a réussi à quelqu'un qui, selon la légende, s'appelait Ross Perot, qui a été la 57e fortune américaine et qui a démarré sa carrière comme commercial chez IBM. Et la légende veut qu'il avait cette stratégie qu'il avait appelée d'évitement de la propale, parce qu'il la co-construisait avec le client. Donc c'est vrai que c'est génial. Personnellement, en revanche, j'ai commencé à la faire au bout de 2-3 ans de pratique. Parce que ça requiert une très bonne maîtrise de sa prestation. Et pendant mes 2-3 premières années, je ne me sentais pas de le faire, parce que j'avais besoin de réfléchir tout seul, et je ne me sentais pas de co-construire avec un client. En revanche, quand j'ai acquis une certaine maîtrise de mes prestations, oui, j'ai commencé à co-construire, et ça peut être redoutablement efficace. Il faut juste avoir une bonne maîtrise de sa prestation, de ses prix, et être pourquoi pas capable, et c'est très intéressant quand on est avec un dirigeant propriétaire, parce qu'on peut aller même jusqu'au chiffrage, et ainsi se mettre d'accord sur le prix, sur le budget, fixer les dates. Et c'est super parce que vous n'avez pas de propale à faire, vous avez juste à faire une lettre de confirmation de ce que l'on a construit ensemble. C'est génial. Et le client est encore plus impliqué dans la prestation, parce qu'il a pu même déplacer des étapes, puis il dit non, je préfère ça qu'on fasse ça d'abord. Donc c'est une excellente pratique qui, selon moi, la seule limite, c'est qu'il faut qu'on soit soi-même très à l'aise. Voilà. Mais oui. Est-ce qu'avant qu'on se quitte, vous avez d'autres questions, réactions à partager ? Eh bien alors on va conclure, rendre la salle, et merci à vous. Et rendez-vous chez Duno alors.